Bugsy n'a jamais hésité lorsque le danger menaçait. Pendant que nous essayions de comprendre quelle était la meilleure décision à prendre, Bugsy était déjà en train de tirer. Quand il s'agissait de passer à l'action, personne ne faisait mieux que lui. Je n'ai jamais connu un homme avec plus de cran. Pendant que le gang développait ses activités illicites, ajoutant à leur trafic d'alcool l'ouverture de maisons de jeux illégales et de réseaux de prostitution. Selon Meyer, les années 1930 ont vu le gang rejoindre le mouvement anti-Axe en dispersant les rassemblements organisés par les sympathisants nazis. À une occasion, Lansky se souvenait d'un rassemblement interrompu par le gang Bugs et Meyer dans un quartier allemand de Manhattan, Yorkville. La scène était décorée d'une croix gammée et d'une photo d'Adolf Hitler. Les orateurs ont commencé à vociférer. Nous n'étions que 15, mais nous avons agi. Certains ont été jetés par les fenêtres. La plupart des nazis ont paniqué et fui. Nous les avons poursuivis et frappés. Nous voulions prouver que les Juifs ne resteraient pas toujours passifs face aux insultes. La réputation de tueurs brutaux du gang venait de Siegel et Lansky, et des hommes qu'ils engageaient. Mais le véritable cerveau de l'organisation, c'était Arnold Rothstein. L'homme qui aurait truqué la World Series de 1919 voulait voir la mafia juive réussir non seulement grâce à leurs tactiques impitoyables, mais aussi parce qu'ils fournissaient un produit de qualité en matière de contrebande d'alcool. Rothstein a financé un réseau de contrebandiers dans l'intention de ne vendre que les meilleurs alcools qu'on pouvait acheter. Tandis que d'autres organisations voulaient de juste gagner vite de l'argent avec du gin fabriqué clandestinement, Rothstein conseillait. S'ils savent qu'on vend de la qualité, ils paieront. Le sens des affaires et le style de Rothstein ont influencé Meyer et son fidèle assistant, Lucky Luciano. AR, comme il l'appelait, cherchait toujours à donner le plus de légitimité possible à une opération illégale. Ce sont les idées d'AR qui allèrent conduire Lansky, Luciano ainsi qu'Al Capone et d'autres représentants à la résolution de la conférence d'Atlantic City de former un syndicat national du crime. Sans pour autant abandonner leur réputation violente, Lansky et Siegel ont contribué à la création de ce qui allait être connu sous le nom de Murder Incorporated, un escadron de la mort chargé d'exécuter les sentences mortelles émises de par le syndicat. L'organisation était dirigée par Louis Lépi Buchalter, puis par Albert le Chapelier Fou Anastasia, tous deux impliqués dans l'un des premiers et des plus tristement célèbres exploits de Murder Incorporated. Dutch Schultz était laid. Il avait bu et soudain il a sorti son arme. Schultz portait son pistolet sous son gilet, glissé dans son pantalon contre son ventre. Un seul geste sur son gilet et il l'avait en main. D'un même geste rapide, il l'a levé, mis dans la bouche de Jules Martin et tiré. C'était aussi simple et peu dramatique que ça, juste un mouvement rapide de la main. Dutch Schultz a commis ce meurtre avec autant de désinvolture que s'il se curait les dents. Dutch Schultz a fait fortune dans la loterie clandestine et la contrebande d'alcool. Il a fait face à une certaine concurrence de Lucky Luciano, mais le tout nouveau syndicat national du crime a apaisé les tensions entre les deux gangsters. La plus grande menace pour Schultz était une enquête sur des accusations d'évasion fiscale menée par le procureur américain et futur candidat à la présidence Thomas Dewey. Même si Schultz a été acquitté d'évasion fiscale au milieu de l'année 1935, Dewey a poursuivi son enquête. Dutch s'est alors présenté devant une réunion d'urgence de la commission du syndicat pour demander la permission de tuer Dewey. Le comité a jugé l'idée insensée et a estimé qu'elle aurait sûrement attiré tout le poids de la loi sur toutes les activités de la mafia. Le syndicat a refusé. Et lorsqu'il est devenu évident que Dutch avait l'intention de tuer Dewey de toute façon, un contrat a été passé pour éliminer Dutch Schultz. On estime que Murder Incorporated était responsable de près de 1000 homicides.
En 1929, avec les débuts du syndicat national du crime, ainsi que des opérations de contrebande à grande échelle et extrêmement lucratives grâce à la prohibition, la mafia américaine semblait être au sommet de son art. Le public américain réclamait de l'alcool illégal et affluait dans les bars clandestins non seulement pour l'alcool, mais aussi pour le divertissement et la possibilité d'apercevoir le style de vie luxueux des gangsters. À Wall Street, le marché boursier connaissait une hausse depuis 9 ans, avec l'indice Dow Jones multiplié presque par 10. Les Américains réinvestissaient leurs gains dans le marché boursier et en tiraient en quantité de grands profits. Les prix des actions semblent avoir atteint un plateau élevé durable. Cet optimisme a cependant été ébranlé en septembre 1929, lorsque la bourse de New York a vu les cours des actions chuter brutalement. Le mois suivant, le 29 octobre, en raison du volume énorme d'actions échangées et vendues, le marché a perdu environ 14 milliards de dollars en une seule journée. Quiconque avait acheté des actions à la mi-1929 et les avait conservées a vu passer la majeure partie de sa vie d'adulte avant de retrouver sa mise de départ. La chute des prix des actions a provoqué des faillites et de graves difficultés économiques pour les banques et les grandes entreprises, notamment une contraction du crédit, des fermetures d'entreprises, des licenciements de travailleurs, des faillites bancaires, une diminution de la masse monétaire et d'autres événements économiquement néfastes. Les dépenses de la classe moyenne américaine se sont pratiquement arrêtées et les loisirs ainsi que le luxe semblaient appartenir au passé. Les années folles se sont achevées en sourdine. En 1933, le chômage avait atteint un taux stupéfiant de 25% et les soupes populaires, comme celles ouvertes à Chicago par nul autre qu'Al Capone, voyaient des files d'attente faire le tour du pâté de maison. En juin 1930, le Congrès, sous la présidence d'Herbert Hoover, a approuvé la loi tarifaire Smoot-Hawley, qui a augmenté les taxes sur des milliers de produits importés, dans le but d'encourager les consommateurs américains à acheter des produits fabriqués aux États-Unis. Le plan s'est retourné contre eux, car des nations étrangères indignées ont refusé d'importer des produits américains, réduisant considérablement le commerce international. Herbert Hoover et le Congrès ont cherché des solutions à l'économie en déclin rapide, mais rien ne semblait pouvoir empêcher ou arrêter la chute constante. En 1932, Franklin Delano Roosevelt a été élu président, tandis que ses programmes comme le loi bancaire de 1933, qui a instauré la Federal Deposit Insurance Corporation, ou FDIC, et la Works Progress Administration, ou WPA, ainsi que d'autres lois destinées à renforcer le pouvoir d'achat de la classe ouvrière, commenceraient tout juste à atténuer une partie des difficultés. Cependant, en 1933, un amendement a également été adopté par le Congrès, ce qui allait changer la façon dont les gangsters opéraient et tiraient un profit de leurs activités. Les jours de gloire étaient terminés pour les années folles. Avec la baisse des dépenses partout, les gangsters ont vite compris que la contrebande d'alcool ne serait plus une entreprise rentable, même avant l'adoption du 21e amendement. À mesure que leur trafic s'étendait, ils n'avaient plus aussi souvent l'opinion publique de leur côté. Cela, combiné à un effort renouvelé du FBI et d'autres agences de maintien de l'ordre pour réprimer le crime organisé, a forcé les gangsters à adopter de nouvelles méthodes, à chercher de nouvelles sources de profit et, de manière générale, à passer à l'offensive, souvent avec des résultats violents. Dans notre prochain épisode, nous examinerons la vie dans la mafia après la légalisation de l'alcool. Nous verrons les hommes dirigés par J. Edgar Hoover qui sont venus traquer les chefs de la pègre. Et nous verrons la liste des ennemis publics du FBI, un véritable who's who de l'empire des gangsters.
Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire. La mer volée, la faim reposée.